Considéré comme un symbole de l'anticonformisme, du panafricanisme, de la jeunesse, Noël Isidore Thomas Sankara était aussi tout autant fou, rebelle, visionnaire. Toutes choses qui en ont fait un personnage charismatique, qui défie le temps et l'espace, mais qui ont également conduit à sa perte le 15 octobre 1987. Rappelez-vous, c'était un jeudi, tout comme ce 15 octobre, 33 années après l'épée de la rectification. Quelle appréciation peut-on donc faire aujourd'hui de l'héritage de Thomas Sankara, 33 ans après sa tragique disparition? Et surtout, que signifie ou à quoi devrait renvoyer le 15 octobre dans les consciences et les mémoires des Burkinabés et des Africains? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Un numéro consacré, vous l'aurez compris, à l'an 33 de la disparition de Thomas Sankara, entre témoignages, éclairages et analyses, avec Bassirou Sanogo, enseignant, journaliste à la retraite et consultant en communication. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc journaliste, vous avez enseigné à l'Institut africain de formation et d'éducation cinématographique INAFEC, mais également vous avez été directeur des études au Centre interafricain d'études en radio rurale de Ouagadougou, c'était le CIRO. Mais Monsieur Sanogo, chers téléspectateurs, a également assumé de 1983 à 1987 les fonctions d'ambassadeur du Burkina Faso en Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mon deuxième invité de ce soir s'appelle Jean-Hubert Bazier, journaliste et écrivain. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur de la presse présidentielle de mars 1984 à juillet 1985, M. Bazier, que je reçois pour la première fois sur ce plateau, a également assumé plusieurs fonctions dans le monde des médias, de l'enseignement et de la formation. Il est en outre auteur de plusieurs publications, dont notamment de l'insurrection à la législation au pays des hommes intègres, paru en décembre 2015. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation, Jean-Hubert Bazier. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. C'est le 113e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Il s'appelait Thomas Isidore Noël Sankara. Il voulait vivre en révolutionnaire et mourir en révolutionnaire. Et l'on peut dire qu'il a été servi, puisque sa révolution, en tout cas celle qu'il a voulu porter, a été rectifiée dans le sang le 15 octobre 1987. Pour vous, qui l'avez connu, quel est le mot qui le caractérise le plus? Comment définiriez-vous Thomas Sankara, Bassirou Sanogo? Sankara, c'est un homme de foi. Il avait foi en ce qu'il faisait. C'est également un patriote et panafricaniste africain. C'est quelqu'un qui a opté de se sacrifier pour son pays, qui estimait que les révolutions africaines, depuis Nkrumah, ces révolutions donnaient beaucoup plus d'importance au verbe qu'à l'action. Nkrumah, quand il est arrivé au pouvoir en 1957, a trouvé un pays qui avait de grands moyens. Le Ghana était riche, la Côte de l'Or était riche, la livre sterling se portait bien, et avec ses moyens, il a travaillé. Mais Sankara, quand il est arrivé, il n'a rien trouvé. Il a osé inventer l'avenir, comme lui-même l'a dit, et il s'est fondé sur le travail, le sacrifice, la bonne gestion, et il a voulu inculquer ces valeurs-là à la population tout entière, au-delà des intellectuels, qui, la plupart du temps, ont animé les révolutions qui se sont déroulées, que ce soit au Congo-Brazzaville, avec Mwabi, que ce soit au Bénin, avec Kérékou, que ce soit à Madagascar, etc. Et bien avant même ces révolutions, celle de Modibo Keïta, de Sékou Touré, péchait par un côté qui était dû au fait que le discours l'emportait sur l'action. Je crois que c'est ça la particularité de Thomas Sankara. Sa particularité, mais très rapidement et en deux mots, comment l'avez-vous connu? Comment s'est fait votre premier contact avec Thomas Sankara?
Alors, Thomas Sankara, moi, je l'ai connu en avril 1979. Pas par des relations politiques, par l'intermédiaire d'une camarade, d'une amie, Madame Aïcha Sanou, née Traoré, qui était venue me rendre visite au quartier Kampsonga où j'habitais et qui m'a dit « Je vais voir Mariam qui vient de se marier et son mari s'appelle Sankara. » Mariam, voilà. Alors, ce Sankara me disait quelque chose. Effectivement, en 1975, à un congrès de l'AEVF tenu au boulevard Poniatowski. L'AEVF, c'est l'association des étudiants voltaïques en France. Alors, au cours de ce congrès, on a fait l'analyse de la situation nationale, notamment l'analyse du conflit, du premier conflit avec le Mali. Et puis, on a parlé d'un jeune officier très dynamique, entreprenant, et qui s'est fait remarquer sur le terrain des combats. Il s'appelait Sankara. Et on nous a dit, ah, en tout cas, c'est un genre Kérékou, Gwabi, il faut faire attention parce qu'il fait un pseudo-révolutionnaire. Donc, ce jour d'avril 1979, quand j'ai été chez lui, je le voyais pour la première fois. Il m'a invité à m'asseoir, à prendre un Fanta. J'ai tout fait pour m'éclipser en lui promettant que je reviendrai le voir. En réalité, j'avais en tête cette orientation pratiquement qu'on nous avait donnée à l'AEVF. Attention, c'est un futur pseudo-révolutionnaire. Voilà la première image que j'ai eue de lui. Alors, on va venir à Jean-Hubert Bazier. Quand avez-vous fait la connaissance de Thomas Sankara et comment vous le définiriez? Qu'est-ce qui le caractérise selon vous? Vous me permettrez peut-être de faire une rectification. Vous avez utilisé le terme d'épée de la rectification. Non, ce n'était pas une épée. L'épée, c'est le symbole de la noblesse. Et ici, c'est un poignard qui a été utilisé par la rectification. Un poignard de la trahison. Voilà. Et vous avez dit que Thomas Sankara est un fou. C'est lui-même qui l'a dit. S'il l'a dit, il y a folie dans folie. Oui, bien sûr. Il a expliqué. Voilà. Il a expliqué quel genre de fou voilà. il voudrait être. Parce que de manière lapidaire, les gens ne comprendraient pas. Oui, mais on est en cours d'émission, donc on va y arriver sans doute. Donc c'était pour apporter ces réserves, éventuellement ces précisions, pour que les gens nous comprennent bien. Moi, j'ai connu Thomas Sankara de manière très simple. C'est par son ami Toué Fidèle. Quand Thomas Sankara a été nommé secrétaire d'État à l'information, il a demandé à Toué Fidèle de me conduire chez lui. C'était à Kamsorin. J'ai été le voir. Il est très modeste. Nous avons échangé et il m'a demandé de l'aider. Pour reprendre ces termes, le meilleur danseur du monde, si on ne voit pas ses pieds, il ne sait pas danser. On ne peut pas savoir qui danse bien. Donc, j'avais à charge de révéler les qualités de sa direction, de sa gestion. Et je pense que ce n'était pas difficile, parce que nous nous comprenions et nous avions la même façon de voir les choses. Je n'étais pas partisan au sens plein du terme. J'avais mon libre arbitre. Le camarade Sanogo Bassirou me connaît depuis Strasbourg. Je crois que cette modestie et cet appel, je ne dirais pas à l'aide, mais à la collaboration, m'a touché. Et c'est pourquoi je me suis engagé auprès de l'homme pour que tout ce qu'il avait à faire aboutisse positivement. C'est ainsi qu'il m'a nommé directeur général de la presse écrite. Aujourd'hui, on dira directeur général des éditions Sidoya.
Et j'ai cheminé avec lui jusqu'à sa démission. Et après sa démission, j'ai été le seul directeur général du ministère de l'Information à avoir été relevé de ses fonctions et affecté comme commissaire à la Volta Noire, avec résidence, ont-ils précisé, à Dédougou. Bon, je passe des détails. Oui, bien sûr. Voilà. Il faut qu'on y aille vite. Alors, mais comment vous le caractériseriez? Comment vous le définiriez? Si votre petite fille vous demande, mais j'entends parler de Thomas Sankara, qui il était, comment il était? Non, je dirais que c'était un homme ordinaire, issu d'une famille modeste, une famille croyante, et c'était quelqu'un de sensible. Si vous examinez son enfance, il avait des fidélités, des amitiés, dont notamment Alassane Konaté, dont la famille vivait à côté de sa famille. Et il y a eu celui qu'on appelle son grand frère, Vidini Kouedraogo, et c'était quelqu'un d'ordinaire, dont la maman faisait les petites ventes sur les petites tables, dont le père était un ancien de l'armée, et de surcroît religieux. Et je pense que Thomas Sankara n'a pu donner que ce qu'on lui a donné. C'est-à-dire, c'était un homme de foi, c'était un homme qui a vécu les problèmes de la famille la plus ordinaire et qui, dans son engagement, s'est placé aux côtés de ceux qui souffrent, des hommes simples. Je dirais aussi que, comme l'a dit Bassirou Sanogo, c'est un homme de foi. Je me réfère à ce qu'il a dit concernant sa mort éventuelle. Il avait dit « Tuez-moi des milliers de Sankara naîtront ». Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas le dire. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas le dire, mais en même temps... Je vais me référer... Oui, il faut qu'on évolue pour parler précisément du 15 octobre qui nous préoccupe aujourd'hui. Ce 15 octobre, 33 ans en arrière, où étiez-vous et comment avez-vous vécu ce jeudi-là? Oui, je veux toujours revenir à ce que je voulais affirmer. Ça peut peut-être faire comprendre le 15 octobre. Il a dit « Tuez-moi, des milliers de Sankara naîtront ». Dans la Bible, il y avait Sodome et Gomorrhe. Et Dieu voulait supprimer Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait le péché, il y avait la dépravation et tout. Et Abraham a demandé, s'il y a 50 justes, est-ce que vous supprimeriez Sodome et Gomorrhe? Dieu aurait dit non. S'il y en a 45, Dieu aurait dit non. Et ça a évolué jusqu'à 5. Vous voyez qu'Abraham lui-même doutait et négociait le nombre. Mais Sankara a dit non, tuez-moi, des milliers de Sankara naîtront. Ça veut dire qu'il avait foi en ce qu'il faisait, qu'il avait foi en ses valeurs pour lesquelles il était prêt à donner sa vie. Et il ne marchandait pas ces valeurs-là, parce qu'il était persuadé que s'il tombe, d'autres prendront la relève. Et de votre point de vue, c'est ce qui s'est passé? Ah oui, oui, Bassirou Sanogo. Oui, je voudrais ajouter que Sankara était un homme charismatique. Le charisme entendu dans le sens du don de grâce. C'est le Christ qui, au départ, est charismatique. Le sociologue allemand, Max Weber, décrit quelques traits du charisme qu'on trouve chez Sankara. En Youla, on dit Noro. Quand moi je suis sorti de détention, je me suis rendu chez mon père adoptif, le général Lamizana. Il m'a dit, Sankara, c'était pas n'importe qui. Nankano, en Youla, ça veut dire c'était une destinée qui devait s'accomplir. Et en se référant aux traits caractéristiques du charisme selon Max Weber, il dit, le personnage charismatique apparaît en temps de crise. Oui, Sankara est apparu au Burkina Faso en temps de crise. On ne savait pas où aller, on avait tout essayé et à un moment donné, il y a eu une rencontre entre un peuple et un homme.
le personnage charismatique est un bâtisseur. Il a bâti comme Nkrumah, comme De Gaulle, comme Mao Tse-tung. Le personnage charismatique est détaché des choses bassement matérielles. Quand Sankara allait en visite officielle, qu'on lui donnait des millions, il revenait les verser dans la caisse de solidarité, etc., etc. Donc, c'est un personnage qui ne pouvait pas vous laisser indifférent. Je vous donne un exemple quand il a fait sa première visite en Algérie. Il a donné une interview à l'aéroport international Ouari Boumedienne. Il y a une vieille dame dans un quartier d'Alger qui suivait à la télé l'interview. Elle dit à son petit-fils, qui était un cadre des affaires étrangères, celui-là, il faut l'aider, c'est pas n'importe qui. Donc, ce charme, ce don de grâce était aussi un trait caractéristique du personnage qui faisait en sorte qu'il ne ressemblait pas aux autres. Il ne ressemblait pas aux autres, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Où étiez-vous ce jour-là, le 15 octobre 1987, Alors, et comment avez-vous vécu cette situation? Voilà. Le 15 octobre 1987, moi j'étais dans un avion. On avait attaché les ceintures et l'avion s'apprêtait à décoller. À un moment donné, ça a pris du retard. On nous a dit, il y a des travaux de balisage sur l'aéroport international de Ouagadougou. On nous a fait descendre. J'ai automatiquement téléphoné à mon collaborateur pour lui dire, bon, le vol est supprimé. Pendant que je téléphonais, passe derrière moi 2 stewards algériens, j'entends Ouagadougou, coup d'État. Voilà comment j'ai appris. J'étais dans l'avion parce que 4 jours auparavant, exactement le 11 octobre, il m'avait téléphoné pour dire qu'il avait besoin de moi. Je lui ai promis d'embarquer le 13. Je n'ai pas pu embarquer le 13 pour la simple raison que quelques 15 jours auparavant, j'avais fait une mission à l'intérieur de l'Ouest algérien pour visiter des unités industrielles et faire un rapport économique en prévision de sa visite de travail qu'il devait effectuer en mi-novembre en Algérie. En Algérie. Donc, le travail n'étant pas fini le 13, j'étais obligé le 13 au matin de télexer, à l'époque c'était le téléx, Oui, télexé, au oui. préfasso, au président du Faso, pour dire que je reviens le 15. Le 15, je m'embarque donc, et voilà comment les choses... Et vous avez dû donc retourner à Alger, enfin... C'est à l'aéroport, après avoir embarqué, que j'apprends... Et vous, Jean-Hubert Loisier? Oh, c'était vraiment... Rapidement? C'était fantastique. Hein. J'étais directeur de la formation professionnelle et on a entendu les coups de feu. J'étais à mon bureau et ma première réaction, c'était d'entrer dans ma voiture et d'aller à la présidence. Et Toé Fidèle, son ami, m'a téléphoné. Il était au building La Misana, c'est-à-dire le bâtiment qui est à côté de l'ancien bâtiment des finances et qui peut donner en hauteur sur le conseil de l'entente. Toé Fidèle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as entendu les coups de feu? Je dis, mais oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu es informé? Je dis, non. Il dit, je vais chercher à me renseigner. On garde le contact. Et c'est à partir de là que Toé Fidèle a quitté le pays, bien sûr, puisque c'était une proie de choix pour accuser Thomas Sankara. Moi, j'ai pris ma voiture pour sortir. Les agents et les amis qui étaient là m'ont entouré pour dire non, 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 tu ne sors pas. J'ai insisté à l'un d'eux qui a fini par dire, bon, si c'est comme ça, monte sur ma moto, on va aller. Et je suis monté sur la moto, on a pris l'avenue de l'Indépendance en allant vers la présidence. On a vu la visa de Blaise Compaoré avec le chauffeur au volant qui descendait de la présidence. L'atmosphère était à la débandade et tout. Celui qui me conduisait a fini par dire, ah, monsieur Bazier, il faut qu'on retourne. Vous-même, vous voyez. Et vous êtes donc retourné. Et on est retourné à la direction de la formation professionnelle. Assurément, Thomas Sankara, qu'il s'appelait, il était porteur d'une vision
décliné en plusieurs actions fortes qui toutes pouvaient se résumer à la nécessité pour le peuple burkinabé de compter sur ses propres forces. Comment jugez-vous, et là aussi très rapidement, la vision sankariste et qu'a-t-elle concrètement apporté au Burkina Faso? Bon, c'est-à-dire, je pense que l'indépendance nationale, il y tenait. Et pour lui, cette indépendance-là ne pouvait s'affirmer que par notre capacité de compter sur notre propre force. C'est vrai, Mao Tse-tung l'a dit avant. Mais lui, il était convaincu qu'il nous fallait inventer l'avenir, c'est-à-dire ne pas restituer ce qui a déjà existé et qui, dans la plupart des cas, a échoué. À partir de ce moment, il s'est dit, pour que nous puissions tenir, il nous faut nous sacrifier. Ça renvoie un peu à la vision de Cabral, qui dit que les intellectuels, là, s'ils veulent réussir, il faut qu'ils se suicident. Et j'ai eu peut-être le plaisir de recevoir de lui une lettre qu'il m'a adressée en septembre 1982 de Dédougou, où il était embastillé, où il disait en substance, parce qu'il était convaincu déjà que la révolution viendrait, quand nous allons l'amorcer, vous allez porter la charge comme le Christ portait la croix. J'ai la correspondance. Il a dit ça, Thomas Sankara. Il a dit ça, il a écrit. Et effectivement, on a porté la croix. Hein. Oui, c'est ça. Bon, j'ai mal reçu dans un premier temps la correspondance en se disant que bon, ben, c'était une façon de dire, bon, vous les intellectuels, vous ne savez que parler, quoi. Vous n'agissez pas. Si vous voulez qu'on fasse la révolution, il vous faut apprendre à agir plutôt qu'à parler. Bon, dans ce sens-là, il était jugé par certains d'entre nous, on disait, ah oui, ben, il avait une vision populiste. En réalité, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup lu et appris, qui s'est fondé sur les expériences africaines qui se sont déroulées, qui les a analysées, que ce soit Modibo Keïta, que ce soit Nyerere, que ce soit Sékou Touré, que ce soit Kwame Nkrumah. Oui, c'était des patriotes qui étaient déterminés à changer leur société, mais la voie par laquelle ils sont passés ne leur a pas permis. Sankara estimait qu'il fallait capitaliser toutes ces expériences-là en les dynamisant. Il estimait tout simplement que, oui, on prend en compte tout ce qu'eux, ils ont fait de bien, mais nous allons oser inventer l'avenir. Oser inventer l'avenir, cela passe par oser lutter, savoir vaincre. On a connu la bataille du rail, Monsieur Bazier, on a connu la bataille du rail, les cités, produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Alors, comment vous avez apprécié cette vision? Sans doute que vous aussi, au départ, vous étiez un peu sceptique. Non, je n'ai jamais été sceptique. Jamais? J'ai toujours pris de la distance par rapport aux envolées estudiantines. Et j'ai failli même avoir des accrochages quand nous étions à Strasbourg et à Paris. Je crois que Thomas Sankara avait l'intelligence de la simplicité. Je m'explique. Pour le budget, par exemple, les gens disaient que le budget, c'est quelque chose de compliqué. Il a démystifié le budget. Il a réuni tous les ministres au Conseil de l'Entente et il leur a dit proposez ce que vous voulez. Chacun a proposé des milliards. Le ministre de la Santé a dit ah, la santé c'est très important, ça. Le ministre de l'Agriculture a dit ah, c'est l'agriculture hein, avant tout. Avant tout, oui. Voilà, chacun a défendu son département. On a rassemblé les milliards que chacun voulait. Et il a fini par dire, bon, voilà ce dont la Haute-Volta dispose. Arbitrez vous-même et voyez ce que vous pouvez réduire par rapport à vos priorités. Voilà. C'est un peu comme le budget familial. Oui.
Une Alors, façon le pédagogique de gérer la question. Exactement, une démarche révolutionnaire parce que simplement pédagogique. Le père de famille qui a 100 000 francs, si son fils veut une moto de 500 000, parce qu'il a vu les autres enfants de parents assez riches rouler sur une moto de 500 000, ah ben, il y a problème. Si le père veut boire chaque fois une bière, par rapport aux 100 000 et par rapport à la préoccupation familiale, il faut réorienter le budget. Le budget de l'État, c'est un peu comme le budget familial. Voilà. Et si vous voulez être prétentieux par rapport à la gestion commune et dire que la femme qui est au foyer n'apporte rien, ben, allez laver vos habits, occupez-vous des enfants, faites ceci, faites cela, vous allez comprendre que la femme au foyer, c'est aussi un travail. Donc c'est une approche simple, une vision qui a démystifié la gestion de l'État et la gestion familiale et une intelligence pratique, pragmatique. Quand la question du Sourou s'est posée, il a dit, mais c'est pour barrer l'eau, barrer le passage de l'eau. Ben, on va y aller avec les caterpillars, on va faire ci, on va faire ça, on va faire l'investissement humain. Pour les lotissements, c'est pareil. Hein? Et la Banque mondiale avait fait des propositions en termes de milliards. Il dit, mais le lotissement, là, c'est quoi? C'est l'inventaire des habitants, c'est construire des bornes, mais les gens se sont mis à rassembler du gravillon, du sable et autres. Ils se sont cotisés, ils ont acheté du ciment, ils ont fait eux-mêmes les bornes. Et quand on a voulu faire l'inventaire de la population sous la Révolution, c'est le meilleur inventaire qui a été fait. Parce que chacun savait l'intérêt qu'il y avait à dire « Ah, j'ai une famille en Côte d'Ivoire, j'ai un frère au Mali, voilà ce qu'est la famille, voilà, 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 voilà. » Et on a fait le meilleur inventaire. C'est-à-dire, celui qui a intérêt à l'action, c'est celui qui va s'investir. Et je pense que la population burkinabé a donné le meilleur de lui-même pendant les premières années de la Révolution. Parce qu'il avait foi en la Révolution, qui défendait ses intérêts et il comprenait pourquoi la Révolution était venue pour elle. Comprenez donc pourquoi la Révolution est venue. Il y avait aussi donc le port du faso d'Anfani pour valoriser, en tout cas donner plus de revenus aux producteurs locaux, mettre l'accent sur ce que nous produisons et consommer donc ces produits locaux-là. Mais au début, ce n'était pas accepté de gaieté de cœur. Mais vous savez que c'est très simple. Hein? Le raisonnement populaire prévaut ici. On dit que l'enfant intelligent, c'est celui qui achète les galettes de sa mère. Comme il a dit lui-même. Mais oui, parce que vous récupérez cet argent après. Comme vous l'avez dit, il a l'intelligence de la simplicité. Ah oui. Là aussi, c'est l'intelligence de la simplicité qui s'exprime. Oui, pour le faso d'Anfani, imaginez-vous par exemple que si, depuis 1986, nous avions continué sur la lancée, aujourd'hui, les FDF envahirait le monde entier, serait labellisé comme le tissu hollandais. Le faso d'Anfani, seulement, c'est la cotonnade locale. Oui, absolument. Absolument. Mais seulement, il faut quand même dire une chose, c'est peut-être l'approche. L'approche pour, disons, s'approprier à un niveau populaire de faso d'Anfani qui a été peut-être une erreur. Je dis cela parce que j'ai eu personnellement à avoir un débat avec lui chez Eugène Donnassé en présence de Fidel Toué, de André Nyamba, de Hama Boubacar, qui a été ministre du Commerce, qui est aujourd'hui décédé, de l'épouse de Eugène Donnassé qui vit. Et nous avons discuté sur le faso d'Anfani. J'étais de ceux qui disaient que le Sankara arrive. C'est-à-dire, ce faso d'Anfani qu'on vendait au marché de Ouagadougou à 3500. Ça coûtait 3500. 3500 francs. Alors, pour les fonctionnaires, pour être en règle, un tout cousu, hein, comme on dit. Tout cousu. Les fonctionnaires achetaient ça, ils mettaient ça dans un sachet noir, ils venaient s'habiller à l'entrée, ainsi de suite.
Alors moi, ma thèse, c'était que le Sankara arrive était un sabotage du Faso d'Anfani. Et donc, durant ce débat, Fidèle Toé, il peut témoigner, j'ai dit qu'il nous fallait trouver d'autres moyens de promotion du Faso d'Anfani plutôt que la force. Alors, pendant qu'on discutait, coup de téléphone, c'est le PF qui appelle. Le président du Faso. Voilà. Et je lui dis, nous sommes chez moi ici et nous sommes en train de discuter du Faso d'Anfani. Il y a deux thèses. La thèse de Bassirou qui estime qu'il ne faut pas forcer. Et puis bon, il dit, ne vous dispersez pas, attendez-moi. Il est venu nous retrouver, il était exactement dans le survêtement dans lequel il a topé la mort. Il est venu avec son aide de camp, Étienne Zongo. Il dit, reprenons le débat là où vous l'avez laissé. On a repris. À un moment donné, eh bien, c'était une affaire entre le PF et Bassirou Sango. Moi, je n'ai pas démordu. Finalement, il a dit, bon, mais on doit se revoir demain. Oui, j'ai rendez-vous avec vous demain à 16h. Alors, à 15h, je vais chez mon tailleur couturier, à qui j'avais remis 4 pagnes de Tonton Feni. Le Tonton Feni, c'est un pagne d'affi à base de verre à soie, de cocon, et qui était extrêmement cher. Le seul pagne pouvait, enfin, l'original, parce qu'il y a l'imitation, comme on dit en Dioula, Yamarasa. Mais le pagne original faisait 15 000 francs CFA. À l'époque. À l'époque. Donc plus cher que le wax. Et donc finalement... ma défendeur m'a trouvé 4 pailles. Oui. J'ai fait coudre ça. Et avant le rendez-vous, j'ai porté. Je suis allé le voir à la présidence. Quand j'ai ouvert la porte de son bureau, il s'est levé. Et il m'a regardé venir. Il m'a dit, ah oui, ça, c'est un bon Faso d'Anfani. Et je lui ai dit, camarade président, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas porter le Faso d'Anfani, mais je refuse de porter le Sankara arrive. Il dit, bon, ça va, assieds-toi. Voilà, l'anecdote. Oui, en même temps, M. Bazier, en même temps, si on n'avait pas mis cette pression, on dirait ça comme ça, hein, sur les Burkinabés à l'époque, rien ne se serait passé. Il a fallu un peu de force quand même, un peu de passion, un peu de pression révolutionnaire pour qu'on puisse réaliser, ou pour que Sankara, au cours de ces 4 années, puisse réaliser ce qui a pu l'être. Non, voyons les choses autrement. Il y a une dimension psychologique. Vous ne pouvez pas demander à un enfant acculturé qui a grandi dans l'idée du vêtement européen, qui a magnifié la veste-cravate, quelqu'un qui rêve d'être le blanc qui l'a dominé, accepter facilement de briser cette image-là. Il y a beaucoup de gens, et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas en Faso d'Anfani, qui ne s'imaginent qu'en veste-cravate. Quand Macron est venu ici, est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que Macron soit venu en Faso d'Anfani? En Faso d'Anfani. Et pourtant, nos présidents vont en veste-cravate ailleurs. Le président ghanéen, quand il doit être investi après son élection, il met le kinte. Découvert, on voit bien sa poitrine et tout, et fièrement, et le kinte est fait dans un village spécial, au Ghana. Donc, c'est l'identité que l'on doit retrouver. Et on ne dit pas forcément... Un peu comme ailleurs, on a fait ce qu'on a appelé la révolution culturelle. Oui, mais non, ça c'est autre chose. L'Indien qui vient présenter ses lettres de créance ici, il s'habille dans la tenue de l'Inde. Donc, c'est ce bouleversement qualitatif-là qui provoque un choc chez des acculturés, chez des gens qui ont été et qui ont renoncé depuis longtemps à leur identité. Le Faso d'Anfani, ce n'est pas uniquement la cotonnade. Il y a une dimension économique, et il a souligné,
et ça donnait du travail à beaucoup de nos mamans, les tisseuses et autres, et ça a la dimension culturelle, ça a la dimension politique, parce que les unités industrielles pouvaient être mises en place, et comme il a dit, le Faso d'Anfani aurait eu un label et aurait envahi le monde. Donc, le Faso d'Anfani, mine de rien, bouleversait beaucoup de choses. Je rappelle Thomas Sankara était allé au lycée Zenda, comme on lui dit, le grand Zenda. Ouais, et il y avait les étudiants qui étaient là. Il y a un qui portait une tenue à l'américaine et il a dit, mais vous abattez l'impérialisme et autres, et voilà ce que vous portez comme habit. Et je finirai par là. Il a dit, mais pour changer les hommes, il faut faire attention aux petites choses. Les filles, même si on leur fait porter la même tenue dans un collège ou dans un lycée, la manière dont elles marchent là, vous allez savoir que l'une d'elles porte des soutiens de valeur ou bien des dessous de valeur. Et que si vous voulez que la révolution tombe, interdisez le rouge à lèvres, les vernis à ongles. C'est pour dire que ce qui paraît futile, là, psychologiquement, intérieurement, a miné notre identité et on est prêt à tout pour être superficiel. Oui, il avait dit aussi, Thomas Sankara, qu'il faut plutôt essayer de fabriquer toutes ces choses sur place pour faire vivre la nation. En tout cas, cette question de s'appuyer sur les produits locaux est revenue en force dans plusieurs pays, au Bénin, au Togo. Et pour Thomas Sankara, eh bien, je le cite, l'esprit de liberté, de dignité, de compter sur ses propres forces d'indépendance et de lutte anti-impérialiste doit souffler du nord au sud, du sud au nord et franchir allègrement les frontières. D'autant plus que les peuples africains pâtissent des mêmes misères, nourrissent les mêmes sentiments, rêvent des mêmes lendemains meilleurs. Fin de citation. Il s'appelait Thomas Sankara. Dans sa volonté de mettre en œuvre sa vision, il est tombé le 15 octobre 1987 en compagnie de 12 de ses compagnons. Christophe Saba, adjudant de l'armée, secrétaire permanent du CNR, Emmanuel Bationo, sergent-chef, Amadé Sawadogo, sergent-chef, Noufou Sawadogo, soldat de première classe, Abdoulaye Gouem, soldat de première classe, l'un des chauffeurs de Thomas Sankara, Wali Lai Ouedraogo, soldat de première classe, Der Somda, conducteur de Thomas Sankara, le 15 octobre 1987, c'est lui qui le conduisait donc ce jour-là, et Baté Nema Soré, gendarme, Bonaventure Compaoré, conseiller social, Frédéric Kiemde, employé à la présidence, Sibiri Alain Zagré, professeur d'université, et Babou Paulin Bamouni, directeur de la presse présidentielle. Des noms que l'on doit retenir et auxquels on doit également rendre hommage en même temps qu'à Thomas Sankara. Sans doute que vous les avez connus, ou certains d'entre eux, et que on ne parle pas beaucoup d'eux, mais les familles de ces personnes-là réclament, elles aussi, justice. Oui. Je pense que c'est un hommage mérité. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, le président du Faso a déposé la gerbe de fleurs, et ça a été l'occasion de rendre hommage à tout ce monde. Il y a un double événement, il y a eu ce dépôt de gerbe de fleurs, oui. Il y a également le baptême de l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Voilà, donc c'est pour dire simplement que ça fait partie... C'est la délégation qui est partie à la justice militaire pour réclamer l'ouverture du procès. Je pense que ça, c'est vraiment une trilogie remarquable et qui est également dynamique. Alors, ceci étant, je voudrais peut-être... pas que je veuille faire un retour sur le passé. Aujourd'hui, le Faso d'Anfani est apprécié de tout le monde. Tous les trois ici, nous sommes en Faso d'Anfani. Je pense que la promotion actuelle, qui réussit, même s'il y a lieu assez rapidement qu'on puisse produire le Faso d'Anfani à des prix abordables, parce que dans les années 86-87,
avec 4 000 francs, on pouvait. Aujourd'hui, les tenues sont à 50 000, 100 000. Mais les tenues sont promues. Et le fait qu'à un niveau officiel, à un niveau du chef d'État, du gouvernement, on donne cet exemple, je veux dire que la manière de promouvoir, de faire accepter, a été améliorée et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, oui. Jean-Hubert Bazier. Oui, je voudrais mettre le doigt sur quelque chose de particulier. Le travail révolutionnaire, le travail de Thomas Sankara et de ses compagnons ne s'est pas déroulé, ne s'est pas produit dans un paradis terrestre. Il y avait des oppositions, il y avait des gens qui tenaient à abattre la révolution. On les qualifiait de contre-révolutionnaires, on les qualifiait de réactionnaires. Thomas Sankara a eu l'intelligence d'être patient avec eux, de les amener, de tenter de les amener à épouser la dynamique révolutionnaire et la foi révolutionnaire. C'est pour dire que chaque acte qui était posé avait un répondant négatif auprès de ceux qui voulaient terrasser la révolution, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Des gens comme Eyadema, des gens comme Houphouët Boigny, des gens comme ceux qui animaient le régime français à l'époque, tous les scrofuleux, tous ceux qui étaient vendus à la France-Afrique avaient intérêt à ce que Thomas Sankara et ses compagnons échouent. Et c'est pourquoi on dit que les châteaux forts ne se prennent que de l'intérieur. Et c'est pourquoi ils ont fini par trouver un relais interne et qui aboutit au drame du 15 octobre 1987. Un 15 octobre qui a donc une double signification. Il y a donc cet assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, mais en même temps un processus de rectification de la révolution qui est engagé. Comment avez-vous vécu donc l'après 15 octobre, donc ce processus de rectification? Est-ce que ce processus a véritablement rectifié la révolution et conduit le pays vers la démocratie? Donc, il y a deux questions. Comment avez-vous vécu et l'appréciation sur le processus? Assez rapidement, je dirais que après les événements, j'ai été de ces diplomates qu'on a convoqués pour leur expliquer la rectification. Nous étions 18, 19 ambassadeurs, consuls compris. Je voudrais dire que de façon générale, sur les 18, une grande majorité, on dit oui, on a compris. Personnellement, j'ai eu à poser à l'époque 2 petites questions au ministre des Relations extérieures qui a provoqué quelques courroux chez lui et qui m'a dit, écoutez, avant les choses, vous passerez me voir. Et à mon âme et conscience, j'étais convaincu qu'on ne pouvait pas rectifier. Dans le sens de mettre un terme à ce qui était tenté comme expérience et qui a séduit à travers le monde. À ce propos, j'ai eu à rencontrer l'ambassadeur d'Allemagne qui était ici en poste au cours d'une réception à l'occasion du départ de l'ambassadeur d'Algérie à l'hôtel Indépendance. Il était habillé en façon d'Anfani. Quand on a pris quelques contacts verbaux, il a osé me dire, monsieur l'ambassadeur, moi, je quitte ce pays. Je quitte parce que ce que j'ai vu ici est une expérience très intéressante qui donne un sens à la coopération Nord-Sud. Nous regardions ce qui se passe avec beaucoup d'attention parce que ce qui se passe est formidable. Ça y est, moi je m'en vais. Et il est parti. C'est pour dire simplement qu'au-delà de nos propres personnes, au-delà du Burkina Faso, ce qui s'est passé le 15 octobre
ne pouvait pas améliorer une situation, bien au contraire. La preuve aujourd'hui, 30 ans après, tout le monde est sankariste au Burkina. Tout le monde est sankariste, Jean-Hubert Bazier? C'est moi qui ai employé ce terme pour la première fois. Et la sankarité étant l'évaluation du comportement et des actions de celui qui se réclame du sankarisme. Mais aujourd'hui, je ne sais plus ce que ce mot veut dire. Je pense que on porte l'habit du sankarisme comme on porterait un chiffon délavé. Il y a quelqu'un qui disait que Sankara, le nom de Sankara était devenu une plantation de bananes. Donc chacun va y cueillir ce qu'il veut. Le sankarisme, c'est une exigence. Vous ne pouvez pas refuser de partager ce que vous avez et dire que vous êtes sankariste. Vous ne pouvez pas avoir un mode de vie à l'écart du plus grand nombre et vous réclamer du sankarisme. Vous ne pouvez pas avoir peur de vos engagements, de vos convictions et dire que vous êtes sankariste. En fait, le sankarisme, c'est le courage de ses opinions, l'engagement sans faille auprès de ceux qui souffrent, de la majorité, et surtout l'écoute de cette majorité. Et Sankara n'inventait pas le chemin. Sankara amenait les gens à choisir le chemin et à être convaincus que c'est le chemin, leur chemin. Et c'est pourquoi, comme tout bon révolutionnaire, il avait la démarche pédagogique. Il faut partager, il faut convaincre et non vaincre. Il faut un pas avec le peuple que 100 pas sans le peuple. Il faut convaincre et non vaincre. On va retenir cela. On l'a dit tout à l'heure, actuellement, sans doute qu'il y a une étape de franchie par rapport à la justice qui est réclamée depuis un certain temps. 33 ans après, une lueur d'espoir se dessine. Mais on remarque également que depuis l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, eh bien, la vision de Sankara a été remise au goût du jour. Beaucoup de jeunes qui ne l'ont même pas connu et qui n'ont pas vécu cette époque révolutionnaire en font leur repère et leur référence. Cela vous a-t-il surpris, Jean-Hubert Bazier? Je pense que non. Parce que dans la théorie révolutionnaire, on dit toujours qu'il faut suivre la ligne de masse. Voilà. Là où il y a la majorité, là où il y a une aspiration majoritaire, il faut la suivre. C'est vrai qu'il y a des accidents de parcours. Par exemple, son assassinat. Son assassinat n'a pas supprimé la pauvreté, n'a pas supprimé le besoin d'une vie décente et d'une vie digne. Et je crois que ces aspirations-là sont toujours vivaces. Et les jeunes sont d'autant plus sensibles à ces aspects que la plupart des régimes qui se sont succédés et qui ont précédé la révolution, c'était des hommes qui régnaient, qui s'asseyaient dans le fauteuil, qui géraient la routine, au lieu de gérer des devenirs, au lieu de donner l'occasion aux gens de se réaliser. C'est ça toute la différence. La nouvelle démocratie n'est pas ni une théocratie, ni une aristocratie. C'est l'appel de toutes les différences, que ce soit ethnique, que ce soit religieux, que ce soit linguistique, pour se retrouver, pour bâtir une nation. Évidemment, les intérêts particuliers, qu'ils soient religieux, ethniques ou économiques et autres, tentent de prendre chaque fois le dessus. C'est pourquoi il faut un régime fort, fondé sur la confiance que le peuple peut avoir en ceux qui auront la charge de le diriger. Sinon, ce sera
la pagaille. Regardez ce qui se passe dans nos rues. Chacun prend un morceau de rue, installe son kiosque, et puis quand vous voulez vous arrêter, vous n'avez même plus de place pour vous arrêter. Et il vous dit non, continuez parce que vous me masquez. Donc il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Il faut de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et vigoureusement. Et vigoureusement. Alors on n'a plus beaucoup de temps et j'aimerais quand même que l'on tire un peu les leçons de tous ces faits marquants qui ont émaillé le parcours du Burkina. Il y a eu donc, bien avant la révolution, toute la période du multipartisme, l'époque des régimes militaires, la révolution qui a apporté une certaine dynamique, une vision, une certaine idée de la nation, du patriotisme. Et puis il y a eu la rectification, la démocratisation qui est toujours en cours. Il y a eu cette insurrection. Ça veut dire quand même que le Burkina est quand même la synthèse d'un certain nombre d'expériences, un véritable laboratoire, on dirait. Quelles leçons on peut tirer de tous ces faits au moment où justement il y a plusieurs crises qui frappent le pays, crise de lutte contre le terrorisme, crise sanitaire, crise humanitaire, crise sociale. Bassirou Sanogo. Non, je crois que les leçons à tirer, c'est que nous avons connu une expérience que nous n'avons pas capitalisée. Quand, après le 15, la révolution a pris fin, on a tenté de faire un bilan. Mais c'était le bilan des vainqueurs du putsch. De mon point de vue, un bref bilan, même aujourd'hui, c'est faisable, c'est de se dire, à travers un tableau, quelles ont été nos forces, quelles ont été nos faiblesses, quelles étaient les opportunités, quelles étaient les menaces, comme on dit, le FFOM. Et pour ce travail, de mon point de vue, il importe de rassembler tous ceux qui, durant les 4 ans, ont apprécié positivement l'œuvre de Sankara parce qu'ils en ont profité. Je prends un exemple. Rapidement. La masse paysanne majoritaire, c'est 10 millions, ou peut-être au-delà, de paysans. Moi, je pense qu'ils sont sankaristes. Parce qu'à l'époque, les paysans disaient, c'est pour la première fois qu'un pouvoir s'occupe de nous. Si vous les associez à ce travail de bilan, je suis persuadé que vous avez des idées fortes, dynamiques. Si vous rassemblez ce monde, paysans, élèves, étudiants, travailleurs, ainsi de suite, que toutes les catégories sociales nationales qui ont eu à profiter tant soit peu de ces 4 ans et qui s'expriment en termes de bilan, je suis persuadé que ça peut donner des idées fortes pour constituer des programmes de partis viables. Des programmes de partis viables, j'espère que les partis l'ont entendu et qu'ils en prendront bonne note. Jean-Hubert Bazier, très rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de toutes ces expériences et comment se projeter dans l'avenir pour le Burkina? Je pense qu'il faut revenir au peuple. C'est un gros mot, mais si on l'explique, c'est simple. Si on révélait au peuple burkinabé ce que chaque ministre touche par mois, avec tous les avantages, ce que chaque ministre dépense individuellement, je crois qu'il y aurait un tollé. Si on disait quelle part du budget va à tel domaine ou à tel autre, il y aurait automatiquement un arbitrage. Donc, il faut à nouveau un changement de mentalité. C'est la démarche que Sankara a instaurée. C'est les priorités que Sankara a amené à définir collectivement. Et je crois que même dans le domaine de la sécurité, c'était pareil. C'est le peuple en armes qui peut se défendre et non une partie du peuple armé qui peut faire face à une menace interne autant qu'externe. C'est donc
Donc se réapproprier la vision de Sankara. La vision et la démarche, de Sankara. Voilà, impliquer les gens et les amener à s'assumer. Ça, c'est très important. Il n'y a pas, comme le dit l'international, ni Dieu, ni tribun. Il n'y a pas, il faut résolument travailler. On a malheureusement plus de temps. Ce temps qui nous est imparti est arrivé à son terme, mais vous l'avez dit dans votre intervention, Jean-Hubert Bazier, tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. C'est lui qui l'avait dit, il était courageux, rebelle, on l'appelait le Tché africain, il était fou. Thomas Sankara repose au panthéon des grands hommes qui ont marqué l'histoire et qui sont entrés dans l'histoire. Vous ne pouvez pas accomplir des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie, avait-il dit. Je vous avais promis donc les précisions. Dans ce cas, et je cite Thomas Sankara, dans ce cas précis, cela vient de l'anticonformisme, du courage de tourner le dos aux vieilles formules, du courage d'inventer le futur. Il a fallu les fous d'hier pour que nous soyons capables d'agir avec une extrême clarté aujourd'hui. Je veux être un de ces fous. Nous devons inventer le futur. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 113 qui recevait pour vous Bassirou Sanogo. Il est enseignant et consultant en communication. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Jean-Hubert Bazier, journaliste et écrivain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enseignant aussi et homme politique, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, c'est Clarisse Benao Sawadogo que je remercie, qui a assuré la réalisation de ce numéro de Périscope avec la complicité de toute l'équipe technique et de la production de Burkina Info. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à cette émission et pour vos encouragements tellement réconfortants. Merci et prenons soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.